Elle ne sait même pas quel jour on est, monsieur le juge. Elle a du mal à s'habiller seule. Ma belle-mère l'a dit sans ciller. Elle était assise à 1 mètre de moi dans cette salle d'audience, portant la carte de crédit de mon défunt père à son poignet. Une montre Cartier qu'il lui avait offerte de Noël plus tôt, et elle disait à un juge que j'étais mentalement incapable. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas pleuré. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai compté silencieusement. 14. C'était le nombre de jours qu'il lui restait avant de perdre tout ce qu'elle avait volé à ma famille. Je veux savoir combien d'entre nous ont traversé ça. Parce que ce matin-là, dans la salle d'audience 4B du tribunal judiciaire de Nanterre, j'étais entouré de personnes qui portaient mon nom de famille, et pas une seule n'était de mon côté. Ma belle-mère, Valérie, faisait partie de ma vie depuis mes 11 ans. Elle a épousé mon père 8 mois après que ma mère est décédée d'un cancer du pancréas. Elle a débarqué avec des mèches blondes, une licence d'agent immobilier dont elle ne s'est jamais servie, et un sourire capable de charmer un serpent. Mon père, paix à son âme, était un homme bon noyé dans le chagrin. Et Valérie lui a lancé une corde qui s'est avérée être une laisse. Pendant 17 ans, elle l'a géré. Elle l'a isolé de son frère, de ses amis d'université, de quiconque aurait pu lui dire la vérité. Valérie ne l'aimait pas. Valérie aimait son portefeuille d'actions. Elle aimait la maison de 7 pièces à Neuilly-sur-Seine. Elle aimait la villa sur le bassin d'Arcachon. Elle aimait les dividendes trimestriels de la société foncière commerciale que mon grand-père avait bâtie de rien en 1974. Et puis, il y a 14 mois, mon père a fait un AVC. Il est mort en soins intensifs à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à 6h47 un mardi matin. Je lui tenais la main. Valérie était dans la salle d'attente sur son téléphone, appelant son conseiller financier. J'ai découvert 3 choses la semaine suivant ses funérailles. Premièrement, mon père avait mis à jour son testament 18 mois avant sa mort. Il laissait la maison à Valérie, mais le patrimoine de la société, environ 4,2 millions d'euros en biens commerciaux et comptes d'investissement, il me le laissait entièrement. Deuxièmement, Valérie était au courant de ce changement depuis exactement 4 mois, car elle avait fouillé dans son bureau pendant qu'il avait rendez-vous chez le cardiologue et avait trouvé le brouillon. Troisièmement. Et c'est celle qui a tout changé. Valérie avait passé ces 4 mois à siphonner lentement l'argent du compte d'exploitation de la société. Pas des sommes énormes. 5 000 par-ci, 8 000 par-là. Assez pour financer un train de vie dont elle savait qu'il allait prendre fin, mais pas assez pour déclencher un contrôle fiscal automatique. Au moment où mon père est mort, elle avait déplacé un peu plus de 310 000 euros vers des comptes que je ne pouvais pas voir. Maintenant, voici ce que la plupart des gens feraient. La plupart des gens hurleraient. La plupart des gens engageraient un avocat, porteraient plainte, en parleraient sur les réseaux sociaux et appelleraient tous les membres de la famille dans le répertoire. La plupart des gens réagiraient. Et c'est exactement ce sur quoi Valérie comptait, car Valérie ne se contentait pas de voler de l'argent. Valérie avait un plan. Si je réagissais émotionnellement, si je lançais des accusations, si je craquais devant la famille, elle pointerait mon comportement du doigt et dirait, « Vous voyez, elle est instable. Elle est paranoïaque. Elle n'est pas apte à gérer une fortune. Elle avait besoin que j'aie l'air folle. » C'était la deuxième phase du vol. D'abord, on prend l'argent, ensuite on prend la crédibilité. Sans crédibilité, personne ne vous croit quand vous dites que l'argent a disparu. C'est une technique tout droit sortie du manuel du narcissique. Il ne se contente pas de vous faire du mal. Il s'arrange pour que, lorsque vous essayez d'en parler à quelqu'un, vous ayez l'air dérangé. Alors, je n'ai pas réagi. J'ai fait l'inverse. Je suis devenu invisible. J'ai quitté l'appartement que mon père m'aidait à payer pour m'installer dans un petit studio du 11e arrondissement de Paris qui coûtait 800 euros par mois. Je conduisais ma Renault Clio de 10 ans. Je portais des jeans et des t-shirts. Je n'ai dit à personne ce que j'avais trouvé. J'allais au dîner de famille. Je souriais à Valérie de l'autre côté de la table. Je la laissais me tapoter la main et dire, « Ton père aurait voulu que nous restions proches, ma chérie. » Et chaque soir, après le départ de tout le monde, je m'asseyais à la table de ma cuisine avec un ordinateur portable et une tasse de café noir, et je traçais chaque euro qu'elle avait touché. Voyez-vous, voici ce que Valérie ignorait à mon sujet. Elle pensait que j'étais une analyste intermédiaire dans un cabinet comptable. Un travail ennuyeux, une fille ennuyeuse, une vie ennuyeuse. Ce qu'elle ne savait pas,
c'est que j'avais passé 6 ans à faire des audits judiciaires pour un cabinet spécialisé dans la détection de fraude. J'avais aidé le fisc français à monter des dossiers contre des gens bien plus intelligents que Valérie. Toute ma carrière consistait à suivre l'argent dans des couloirs sombres jusqu'à ce que je trouve la pièce où il se cachait. Elle ne volait pas une fille en deuil. Elle volait quelqu'un dont c'était le métier. Mais j'avais besoin de plus que de preuves. J'avais besoin qu'elle se pende avec sa propre corde. Alors je l'ai laissée continuer à voler. Je regardais les transferts en temps réel. J'ai documenté chacun d'eux avec des horodatage, des adresses IP et des identifiants d'appareils. J'ai recoupé les comptes de destination avec des registres de sociétés au Luxembourg, à Chypre et sur l'île de Man. Elle avait créé 3 sociétés écrans, toujours 3, comme il l'enseigne dans ses séminaires d'arnaqueurs. L'une s'appelait Bluebird Property SARL. Une autre était Golf Horizon Consulting. La troisième, et celle-ci m'a presque fait rire, s'appelait Héritage Asset Management. Elle avait appelé son véhicule de vol Héritage. L'ironie était si épaisse qu'on pouvait s'y étouffer. Pendant 5 mois, j'ai observé, j'ai compilé. J'ai monté un dossier qui ferait pleurer de joie un procureur de la République. Et j'ai attendu. Puis Valérie a fait son geste. Elle a déposé une requête de mise sous tutelle d'urgence en affirmant que j'étais mentalement incapable et inapte à gérer le patrimoine. Elle a amené un psychologue, un homme nommé Dr Laurent Mercier, qui s'est avéré être le partenaire de golf de son petit ami, qui a soumis un rapport qu'il avait rédigé sans jamais m'examiner. Il m'a diagnostiqué un trouble dissociatif sévère et un déclin cognitif en se basant sur ce que Valérie lui avait dit au téléphone. Au téléphone. Il ne m'avait jamais rencontré. Il ne m'avait jamais testé. Il avait rédigé un diagnostic clinique d'une femme qu'il n'avait jamais vue en se basant sur la parole de la femme qui la volait. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans la salle d'audience 4B un mercredi matin de janvier, à écouter ma belle-mère me décrire comme si j'étais un appareil électroménager cassé qu'il fallait débrancher. Elle oublie de payer ses factures, a dit Valérie au juge Delma, en tamponnant ses yeux avec un mouchoir qu'elle avait préalablement froissé dans son sac à main pour faire de l'effet. Elle oublie nos conversations. Elle m'appelle à 2 heures du matin en se demandant où elle est. Je suis terrifié pour elle, monsieur le juge. J'ai fait la promesse à son père que je prendrais soin d'elle, et j'ai l'intention de la tenir. Derrière elle, le public était rempli. La sœur de mon père, tante Chantal, était là avec ses 2 filles. Une femme que je ne connaissais pas, et dont j'ai appris plus tard qu'elle était la coiffeuse de Valérie, amenée purement pour remplir un siège. Ils hochaient tous la tête comme s'ils regardaient une conférence TED. Valérie les travaillait depuis des mois, appels, déjeuners, messages vocaux larmoyants sur à quel point elle s'inquiétait pour moi. Elle avait transformé ma famille en public, et maintenant elle leur offrait la performance de sa vie. Son avocat, un homme nommé maître Fabrice Lemaire, dans un costume une taille trop petit, s'est levé et s'est adressé à la barre. Monsieur le juge, nous demandons la nomination immédiate de Madame Valérie Clément en tant que tutrice temporaire sur la succession de feu Marc Clément, spécifiquement la société familiale. Pour prévenir toute détérioration financière supplémentaire causée par l'incapacité de la défenderesse à gérer ses affaires. Le juge Delma m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Il avait la soixantaine, des cheveux argentés et le genre de visage qui avait vu un millier de menteurs et qui était fatigué de tous les écouter. Mademoiselle Clément, a-t-il dit. Ce sont des allégations sérieuses. Votre belle-mère affirme que vous êtes incapable de prendre soin de vous-même ou de gérer vos finances. Comment répondez-vous? La pièce est devenue silencieuse. Valérie s'est penchée en avant. Fabrice a fait cliquer son stylo. Tante Chantal a retenu son souffle. Ils attendaient tous l'effondrement. Ils voulaient des larmes. Ils voulaient de la confusion. Ils voulaient la petite fille impuissante que Valérie avait décrite. Je me suis levé lentement. J'ai boutonné mon blazer. J'ai regardé directement Valérie. Pas le juge, pas le public, elle. J'ai soutenu son regard pendant 3 bonnes secondes sans ciller. En psychologie, c'est ce qu'on appelle une démonstration de dominance. C'est ce que vous faites quand vous voulez que quelqu'un sache au fond de lui que vous n'avez pas peur. Puis je me suis tourné vers le juge et j'ai dit, « J'écoute, monsieur le juge. Je veux juste m'assurer que ma belle-mère a terminé. Je ne voudrais pas l'interrompre alors qu'elle est encore sous serment. » La lèvre de Valérie a tremblé. Ce fut rapide, 1/4 de seconde, mais je l'ai vue. Elle a senti le sol se dérober.
Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle l'a senti. Fabrice s'est vite repris. Monsieur le juge, nous avons des documents, des dossiers financiers montrant un schéma de négligence et de mauvaise gestion. Il a tendu un dossier au greffier. Le compte d'exploitation de la société a perdu plus de 310 000 € au cours des 11 derniers mois. Des transferts exposés vers des entités inconnues. Aucune surveillance, aucune déclaration. Si ce n'est pas une preuve d'incapacité, je ne sais pas ce que c'est. Le juge Delma a feuilleté les pages. Son expression n'a pas changé, mais son stylo a cessé de bouger. C'est un signe révélateur. Quand un juge arrête d'écrire, cela signifie que quelque chose a attiré son attention. Valérie est intervenue, incapable de s'en empêcher. Elle ne vérifie même pas ses relevés, monsieur le juge. J'ai dû trouver ça moi-même. 300 000 € disparus. Et elle n'en avait aucune idée. Quel genre de personne perd autant d'argent sans s'en rendre compte? Le public a murmuré. Tante Chantal a chuchoté quelque chose à sa fille. Bernard a secoué la tête. Dans leur esprit, l'affaire était déjà classée. Pauvre fille incompétente. Heureusement que Valérie était là pour sauver la situation. J'ai laissé le silence s'installer pendant exactement 5 secondes, assez longtemps pour que la pièce se conforte dans ses suppositions. Assez longtemps pour que Valérie se sente en sécurité. Puis j'ai dit, monsieur le juge, puis-je m'approcher de la barre? Le juge Delma a hoché la tête. J'ai pris un classeur noir sur la table. Il était épais, peut-être 200 pages. Je l'avais marqué avec des onglets de couleur. Rouge pour les dossiers financiers, bleu pour l'informatique légale, vert pour les documents d'entreprise, jaune pour le parjure. Je n'ai pas juste perdu la trace de 310 000 €, monsieur le juge, ai-je dit en plaçant le classeur devant lui. J'ai regardé chaque euro partir. Je sais exactement où il est allé, quand il y est allé, et qui l'a envoyé. Le visage de Valérie n'a pas bougé, mais ses mains oui. Elle a agrippé le bord de la table si fort que ses jointures ont blanchi. J'ai tourné vers le premier onglet rouge. Ce sont les confirmations de virement bancaire du compte d'exploitation de la société, ai-je expliqué. Au cours des 11 derniers mois, 47 transferts individuels ont été effectués vers 3 SARL distinctes. Bluebird Property, Golf Horizon Consulting, et Héritage Asset Management. J'ai fait une pause et regardé Valérie. Les 3 sociétés ont été constituées au Luxembourg en utilisant un service d'agent agréé. Les documents de constitution mentionnent un directeur prête-nom, mais le bénéficiaire effectif, la personne qui contrôle réellement les comptes bancaires, est répertorié dans le registre confidentiel du commerce et des sociétés luxembourgeois. Fabrice était debout. Objection, monsieur le juge. Ceci dépasse le cadre de. J'ai continué. Le bénéficiaire effectif des 3 sociétés écrans est Valérie-Marie Clément, ma belle-mère. La femme assise juste là qui vous demande de vous donner le contrôle de l'argent qu'elle a déjà commencé à voler. La salle d'audience a explosé. Tante Chantal a poussé un hoquet assez fort pour résonner. Bernard s'est penché en avant sur son siège. La coiffeuse de Valérie avait l'air de vouloir disparaître. Fabrice disait quelque chose, mais personne n'écoutait. C'est un mensonge, a craqué Valérie, sortant de son personnage pour la première fois. Elle a fabriqué ça. Elle délire. C'est exactement ce que je vous disais. Elle est paranoïaque et elle invente des choses. Le juge Delma a levé la main. La pièce est devenue silencieuse. Il a regardé Valérie avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas le choc. C'était le regard d'un homme qui venait de réaliser qu'on l'utilisait comme une arme. Il s'est tourné vers moi. Continuez, mademoiselle Clément. J'ai tourné à l'onglet bleu. Ce sont les journaux d'adresse IP de chaque transfert, ai-je dit. Chacun d'entre eux a été émis depuis le même appareil, un ordinateur portable Dell Inspiron enregistré sur le réseau domestique du 18 avenue Charles de Gaulle. C'est l'adresse du domicile de ma belle-mère, la même maison que mon père lui a laissée dans son testament. Fabrice a réessayé. Monsieur le juge, ces preuves n'ont pas été correctement. J'ai tourné à l'onglet vert et continué parce que je n'avais pas fini, et Fabrice le savait. Voici les relevés bancaires des 3 sociétés écrans. Vous remarquerez un schéma. L'argent afflue de la société familiale, y reste pendant 30 à 60 jours,
puis est à nouveau transféré vers un compte titre personnel dans une banque privée suisse. Ce compte est détenu conjointement par Valérie Clément et un homme nommé Thierry Foucault. J'ai regardé Valérie. Voudriez-vous dire au juge qui est Thierry Foucault ou dois-je le faire? Valérie n'a rien dit. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Elle ressemblait à un poisson sorti de l'eau. Thierry Foucault, ai-je continué, est un agent immobilier basé à Cannes. Lui et ma belle-mère sont en relation depuis environ 3 ans. Ça a commencé pendant que mon père était encore en vie, alors qu'il se remettait de son premier accident cardiaque. En fait, j'ai des reçus d'hôtel, des relevés de messages textes obtenus par voie légale, et un contrat de bail pour un appartement en bord de mer à Cannes, co-signé par eux deux. Un appartement acheté avec l'argent volé à la société de mon père. Le public était complètement silencieux, pas le silence inconfortable d'avant. C'était le silence de personnes qui étaient en train de recalculer tout ce qu'elles pensaient savoir. Tante Chantal avait les larmes aux yeux. Elle ne regardait pas Valérie, elle me regardait. Et pour la première fois en plus d'1 an, elle avait l'air d'avoir honte. Le juge Delma a fermé le classeur. Il a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Puis il s'est tourné vers Valérie et Fabrice avec un regard qui aurait pu geler la Méditerranée. « Madame Clément » a-t-il dit d'une voix grave et contrôlée. « Avez-vous déposé cette demande de mise sous tutelle en sachant que c'était vous qui effectuiez ces transferts ?» Fabrice a attrapé le bras de Valérie. « Ne répondez pas à ça. » Mais Valérie partait en vrille. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. « Ce n'est pas ce que vous croyez » a-t-elle lâché. « Je gérais les fonds. Marc me l'a demandé. Il m'a donné l'autorité avant de mourir. Il le voulait. Non, ai-je dit. Et je peux le prouver. J'ai ouvert l'onglet jaune. C'était la partie que j'avais gardée pour la fin. La partie qui transformait une affaire civile en affaire pénale. Ma belle-mère a soumis un document à ce tribunal dans le cadre de sa requête, ai-je dit. Page 14 de son dossier initial. C'est une lettre prétendument écrite par mon père accordant à Valérie de larges pouvoirs sur la société. Elle est datée de 3 mois avant sa mort et porte sa signature. Fabrice a pâli. Il savait ce qui s'en venait. J'ai fait analyser cette lettre par un expert en écriture assermenté, ai-je continué. Le rapport de l'expert se trouve dans ce classeur. La signature est une copie numérique. Elle a été extraite d'un document différent, une déclaration d'impôt foncier de 2023, et collée sur la lettre à l'aide d'un logiciel de retouche d'image. Les métadonnées du fichier PDF de la lettre montrent qu'il a été créé 4 jours après la mort de mon père sur un ordinateur enregistré au nom du cabinet d'avocats de maître Fabrice Lemaire. Fabrice a frappé la table du poing. C'est scandaleux. Je n'ai jamais. La lettre est un faux, ai-je dit en regardant le juge Delma. Soumise sous serment à ce tribunal dans le cadre d'une requête de mise sous tutelle frauduleuse. Ce n'est pas seulement du vol, monsieur le juge. Selon le code pénal français, c'est du faux et usage de faux et du témoignage mensonger. Et c'est un délit très grave que d'obtenir l'exécution d'un document par la tromperie et l'abus de faiblesse pour une valeur de plus de 300 000 €. Le juge Delma a fixé Fabrice pendant un long moment. Maître Lemaire, a-t-il dit calmement. Avez-vous préparé ce document? Fabrice transpirait à travers sa chemise. On pouvait voir de grandes auréoles sombres s'étendre sous ses bras. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Les métadonnées portaient ses empreintes digitales partout. Valérie s'est retournée contre lui instantanément. Il m'a dit que ça tiendrait la route, a-t-elle sifflé en pointant Fabrice du doigt. Il a dit que personne ne vérifierait. C'était son idée. Fabrice a tressailli comme s'il avait été giflé. L'alliance s'effondrait en temps réel. 2 voleurs dans un bateau qui coule, chacun essayant de jeter l'autre par-dessus bord. Je ne voulais pas ça, a dit Valérie en se tournant vers le public. Sa voix s'est brisée. Elle essayait de pleurer, mais ça ne marchait pas. Le masque avait trop glissé. Marc allait me laisser sans rien. Après tout ce que j'ai fait pour lui. 17 ans que j'ai donné à cet homme. J'ai élevé sa fille. J'ai tenu sa maison. Tu as gardé son argent, ai-je dit. C'est ça que tu as gardé. Le juge Delma a de nouveau levé la main. Il a pris une longue inspiration, puis a parlé sur le ton d'un homme qui rend un verdict sur lequel il a déjà pris sa décision.
Ce tribunal ne trouve aucune preuve d'incapacité mentale de la part de la défenderesse, mademoiselle Clément. La requête de mise sous tutelle est rejetée avec préjudice. De plus, ce tribunal transmet le dossier du faux document et de la requête frauduleuse au procureur de la République pour une enquête pénale. Il a regardé directement Valérie. Madame Clément, je vous suggère fortement de prendre un autre avocat pénaliste. Maître Lemaire ne sera pas en mesure de vous représenter car il semble être la cible de la même enquête. Il a fait une pause. Et mademoiselle Clément, la plus jeune? Oui, monsieur le juge. Vous avez mentionné que les transferts ont traversé plusieurs juridictions internationales. Les sociétés écrans au Luxembourg, la banque en Suisse, l'appartement à Cannes financé par des virements transfrontaliers. Oui, monsieur le juge. Il a hoché la tête lentement. Alors je ferai également un signalement au parquet national financier. Cela pourrait être qualifié de blanchiment d'argent et de fraude fiscale internationale. Le visage de Valérie est devenu complètement vide. Ni en colère, ni effrayé, vide. Le vide de quelqu'un qui vient de réaliser que le piège qu'il a tendu était en réalité tendu pour lui. Je me suis rassise. Mes mains ne tremblaient pas. Mon rythme cardiaque était régulier. Je me sentais comme on se sent quand on termine un marathon. Épuisé, mais lucide, comme si chaque kilomètre en valait la peine parce qu'on pouvait enfin s'arrêter de courir. La salle d'audience s'est vidée lentement. Tante Chantal s'est approchée de moi dans le couloir. Elle pleurait. Ma chérie, a-t-elle dit. Je ne savais pas. Elle nous a dit. Elle a dit que tu étais. Je sais ce qu'elle a dit, ai-je répondu. Je n'étais pas en colère contre Chantal. Je comprenais. Les narcissiques ne manipulent pas seulement leurs victimes, ils manipulent les témoins. Ils construisent une réalité alternative si convaincante que même les bonnes personnes s'y retrouvent piégées. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a-t-elle demandé. Parce que j'avais besoin que tu la croies, ai-je dit. Si tu avais douté d'elle, elle aurait changé de plan. Elle avait besoin d'un public complet. Elle avait besoin que tout le monde dans cette salle d'audience acquiesce. C'était la seule façon pour qu'elle se sente assez en confiance pour aller jusqu'au bout de sa requête. Et la requête était la seule chose qui mettait le faux document au dossier du tribunal sous serment, là où cela devient un crime pénal. Chantal m'a dévisagé. Tu as planifié tout ça? Je me suis préparé à cette éventualité, ai-je dit. Il y a une différence. Je suis sorti sous le soleil de janvier. Paris en hiver est étrange, assez froid pour porter un manteau, assez chaud pour vous rappeler que le printemps arrive. Je me suis tenu sur les marches du palais de justice et j'ai pris la plus profonde inspiration que j'avais prise depuis 14 mois. 3 semaines plus tard, Valérie a été inculpée pour 6 chefs d'accusation, vol sur succession, faux et usage de faux, témoignages mensongers, escroquerie au jugement, blanchiment d'argent et un chef d'accusation pour fraude fiscale. Fabrice Lemaire a été inculpé séparément pour 3 chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs et falsification de documents officiels. Thierry Foucault, le petit ami, a été désigné comme co-conspirateur non inculpé. L'appartement de Cannes a été saisi. Le compte-titre a été gelé. Chaque euro de ces sociétés écrans a été récupéré dans le patrimoine de la société familiale. Valérie a payé sa caution. Elle m'a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que je devais entendre ce qu'elle avait à dire. Tu as ruiné ma vie, a-t-elle dit. Sa voix était plate. Pas de larmes, pas de comédie, juste du venin. Non, Valérie, ai-je dit. Tu as construit une maison sur les terres de quelqu'un d'autre. Je me suis juste pointé avec l'acte de propriété. Elle a raccroché. J'ai bloqué le numéro. Puis j'ai bloqué 3 autres numéros qu'elle a essayé la semaine suivante. Les narcissiques ne s'arrêtent pas quand ils perdent. Ils changent juste l'angle d'attaque. Mais j'en avais fini d'être une cible. J'ai vendu la villa du bassin d'Arcachon. J'ai utilisé une partie de l'argent pour créer un fonds de bourse d'études au nom de ma mère dans son ancienne université, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ma mère avait été la première de sa famille à aller à l'université. Elle aurait aimé savoir que son nom ouvrait des portes à d'autres femmes. J'ai conservé la société. Je l'ai restructurée, j'ai licencié l'ancien conseiller financier qui avait été trop amical avec Valérie, et j'ai engagé un gestionnaire de patrimoine qui ne répondait qu'à moi. J'ai emménagé dans un véritable appartement.
j'ai adopté un chien, un bâtard à 3 pattes sauvé d'un refuge nommé Verdict, parce que je trouvais ça drôle, et mon psy a dit que l'humour était un mécanisme de défense sain. Tante Chantal et moi déjeunons ensemble une fois par mois. Au début, c'était gênant. Elle portait beaucoup de culpabilité d'avoir cru Valérie, mais je lui ai dit ce que mon psy m'avait dit, que la culpabilité n'est utile que si on en fait quelque chose. Chantal a commencé à faire du bénévolat dans une clinique d'aide juridique qui soutient les victimes âgées de fraude. Elle était douée pour ça. Elle avait une façon douce de s'asseoir avec des gens qui avaient été trahis par une personne en qui ils avaient confiance, probablement parce qu'elle comprenait ce sentiment maintenant. L'affaire a mis 11 mois à passer devant les tribunaux. Valérie a plaidé coupable pour éviter le procès. Elle a écopé de 6 ans de prison ferme et de 2 ans de mise à l'épreuve. Fabrice a pris 3 ans et a été radié du barreau. Thierry Foucault a coopéré avec la police et a écopé de 18 mois d'assignation à résidence, ce qui, étant donné que l'État avait saisi l'appartement, signifiait qu'il était confiné dans la chambre d'amis de sa mère à Limoges. Il y a une poésie dans ce genre de fin qu'aucun écrivain n'aurait pu inventer. Le jour de la condamnation de Valérie, je ne suis pas allé au tribunal. Je n'avais pas besoin de regarder. Je n'avais pas besoin que le tribunal tourne la page pour moi. J'avais déjà tourné la mienne le jour où je m'étais levé et avais ouvert ce classeur. Au lieu de cela, je suis allé sur la tombe de ma mère. Elle est dans un petit cimetière du sud de Paris, sous un chêne vert qui laisse tomber des glands chaque automne. Je me suis assise sur l'herbe et je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de la société, de Valérie, des faux documents, de Verdict, le chien à 3 pattes. Je lui ai dit qu'elle me manquait tous les jours, et que j'étais en colère qu'elle ne soit pas là pour me voir me défendre. Et puis je lui ai dit la chose que je n'avais jamais dite à voix haute à personne. Je lui ai dit que pendant 5 mois, alors que je traquais les vols de Valérie, alors que je montais mon dossier, alors que j'étais assise en face de cette femme lors des dîners de famille et que je souriais, j'étais terrifiée. Chaque jour. Je n'étais pas courageuse. Je tremblais de l'intérieur. Je me réveillais à 3 heures du matin le cœur battant à tout rompre, me demandant si je faisais une erreur, me demandant si elle allait le découvrir, me demandant si la famille me croirait un jour. Mais je l'ai fait quand même. Pas parce que je suis intrépide, mais parce que j'ai décidé qu'avoir peur n'était pas une raison suffisante pour laisser quelqu'un prendre ce que mon père avait construit et ce que ma mère avait béni. Les gens pensent que la force est l'absence de peur. Ce n'est pas le cas. La force, c'est savoir que la personne de l'autre côté de la table vous ment effrontément et choisir de s'asseoir là, de manger son dîner et d'attendre, car vous savez que la patience est la seule arme qu'il ne voit jamais venir. Valérie était bruyante. J'étais silencieuse. Elle était rapide. J'étais lente. Elle jouait pour le public. Je jouais pour l'épreuve. Et quand le rideau est finalement tombé, le public a réalisé qu'il avait regardé le mauvais personnage depuis le début. Je ne raconte pas cette histoire pour attirer la sympathie. Je la raconte parce que quelque part en ce moment, quelqu'un est assis à la table de sa cuisine à 2 heures du matin, fixant des relevés bancaires qui n'ont aucun sens, en se demandant s'il est fou. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas paranoïaque. Et vous n'êtes pas seul. Documentez tout. Ne dites rien à personne. Et le moment venu, entrez dans cette pièce avec votre classeur et vos mains fermes, et montrez-leur exactement qui ils ont sous-estimé. La paix n'est pas quelque chose que l'on attend. C'est quelque chose que l'on construit, une page à la fois, dans un dossier qu'ils ne verront jamais.